Je m'excuse toujours avant de commencer parce que j'ai des manies. Et une de ces manies-là, c'est de marcher pendant que je parle. Ça me fait du bien, ça me déstresse. C'est ça, je m'excuse parce que je sais que ça peut être énervant pour du monde. Alors, l'autre problème que je risque d'avoir aujourd'hui, je ne suis pas habitué à ça, c'est de m'enfarger dans le micro. Fait que, si jamais je tombe en pleine face, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui va me ramasser. OK, je vais vous parler d'épuisement professionnel. Je vais essayer de situer cette problématique-là, puis je vais essayer de briser aussi beaucoup de mythes. Parce que plus je parle d'épuisement professionnel ou plus j'entends parler d'épuisement professionnel, plus je me rends compte qu'il y a toutes sortes de croyances autour de l'épuisement professionnel. Il y a toutes sortes de mythes. Et c'est malheureux qu'il y ait certains mythes qui soient véhiculés dans notre société à ce sujet-là. Alors, j'aimerais bien pouvoir briser ces mythes-là. Je me dis, le plus qu'on va les briser, le plus qu'on va pouvoir faire avancer la cause et faire avancer le soutien ou l'aide qu'on peut apporter aux personnes qui en souffrent. Alors, un de ces mythes-là, entre autres, un mythe majeur pour moi, c'est qu'il y a des gens qui se permettent de dire que l'épuisement professionnel, ça n'existe pas. Alors, là-dessus, je vais vous donner mon opinion à moi et je m'engage complètement dans cette opinion-là. Moi, je crois que ça existe. Ça fait des années que je soigne du monde qui ont souffert et qui souffrent d'épuisement professionnel. Et je me dis, les gens qui disent que ça n'existe pas, je pense qu'ils n'en ont pas vu assez. Alors, il y a d'autres personnes, deuxième mythe, qui disent que c'est une vieille histoire sur l'épuisement professionnel. Que ça existait il y a des décennies, il y a des siècles, que ça a toujours existé. Et qu'aujourd'hui, on appelle ça par un autre nom parce que ça fait bien. Ben ça, c'est un autre mythe que je veux briser. Pour moi, l'épuisement professionnel, c'est quelque chose qui a commencé récemment, qui est un reflet de ce que notre société devient et qui en même temps sert de signal d'alarme. Parce que pour moi, les gens qui souffrent d'épuisement professionnel sont des gens qui crient, sont des gens qui disent « Hey, il se passe quelque chose. S'il vous plaît, écoutez-nous et commencez ensemble à faire attention. » Alors donc, ce n'est pas quelque chose qui existait il y a 100 ans. C'est quelque chose qui a commencé à apparaître dans les années 70 à peu près. Puis je vais vous expliquer pourquoi, à mes yeux, à moi, c'est nouveau. Un autre mythe que je veux briser, c'est l'idée qu'ont beaucoup de gens que ceux ou celles qui font un épuisement professionnel, c'est de leur faute. Il n'y avait rien qu'à arrêter avant. C'est des personnalités particulières. Mais là aussi, je veux briser ce mythe-là. Parce que pour moi, dans la société, on a créé un monde, on a créé un univers qui met les gens à risque. J'ai fait pendant des années de la santé au travail. J'étais médecin du travail ou médecin responsable dans un département de santé communautaire dans l'est de Montréal. Fait que je travaillais dans des CLSC aussi pour différentes entreprises. Malheureusement, il y en a une couple qui ont fermé récemment. Enfin, peu importe. Et puis quand je m'occupais de santé au travail, ce qui était fondamental pour moi, c'était d'abord et avant tout d'identifier, et ça fait du sens, c'est gros bon sens. Des fois, je me dis, comment ça se fait qu'on ne comprend pas ça? C'est si évident. C'est d'identifier le facteur de risque et d'essayer de le corriger à la source, de le contrôler ou de l'éliminer quand c'est possible. Quand j'entrais dans une usine, puis qu'il y avait des travailleuses et des travailleurs exposés au plomb, ce qu'on essayait de savoir, c'est d'où venait ce plomb-là pour essayer de faire en sorte qu'il soit éliminé le plus rapidement possible. Le bruit, c'est la même chose. Quand il y avait des travailleuses et des travailleurs qui devenaient sourds, quelque part, on se disait, comment ça se fait que le bruit est si intense? Est-ce qu'on peut le réduire en quelque part? Moi, je me dis toujours, le jour où on a commencé, où on est passé de la société artisanale, là, quand on faisait de la poterie dans nos cours, à la société industrielle, quand on a commencé à faire des poteries sur des lignes de montage, les gens se sont émerveillés. Ils ont dit, c'est extraordinaire, regardez donc comment est-ce qu'on produit plus rapidement, plus efficacement. On va pouvoir offrir ces biens-là à plus de monde. Alors, on s'émerveillait, comme des enfants qui s'émerveillent devant un nouveau jouet. Mais ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que les travailleuses et les travailleurs qui étaient dans ces usines-là à fabriquer ces pots de cette manière-là pouvaient éventuellement devenir sourds. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'années, avant qu'on fasse le lien entre exposition au bruit et surdité professionnelle. Et malgré ça, il y a encore quelques années, j'entendais des personnes dire « Oui, mais il y a des travailleurs plus sensibles que d'autres. Il faut les identifier. »
Un coup qu'on les aura identifiés, bien, on s'arrangera pour qu'ils ne soient pas exposés au bruit, ces personnes-là. Malheureusement, on n'a pas encore d'outils. Heureusement, on n'a pas encore d'outils pour identifier ces travailleuses, ces travailleurs-là. Le jour où on identifie des travailleuses, des travailleurs qui sont déjà sourds, il est trop tard. On sait qu'ils étaient plus sensibles, mais il est trop tard parce qu'ils ont perdu une acuité auditive. Ça, vous savez ça. Bien, j'essaie de voir l'épuisement professionnel de la même façon. Je me dis, dans l'environnement, il existe des facteurs de risque. Des facteurs de risque qui font qu'il y a des gens qui s'épuisent. Quels sont-ils, ces facteurs de risque-là? Comment peut-on les contrôler? Comment peut-on les éliminer pour faire en sorte que, peu importe qui, même s'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, peu importe qui, ils soient protégés. C'est ça qui est fondamental. Alors donc, un autre mythe que je veux briser, c'est le mythe que c'est à l'intérieur de la personne que ça se passe. OK. Il y en aura peut-être d'autres qu'on verra en cours de route aussi, entre autres l'idée qu'il y a certains milieux de travail plus à risque que d'autres, etc. On verra ça aussi parce qu'il y a là aussi des croyances qui, à mon avis, sont néfastes. Quand on dit qu'il y a un milieu de travail qui est plus à risque que d'autres, on peut se penser safe si on est dans un milieu qui ne ressemble pas à celui-là. Par exemple, si on dit le milieu de travail le plus à risque, c'est l'hôpital, si moi je travaille dans une shop, je peux dire « Ah, ici, on n'est pas à risque, on est dans une shop. » Mais ça aussi, je veux briser ce mythe-là. OK. Pourquoi c'est un problème nouveau, l'épuisement professionnel? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui s'épuisent aujourd'hui au travail? Parce qu'il y a du monde qui m'ont déjà dit, moi, mon père, il travaillait hyper fort sur la ferme. Il travaillait 10 heures, 12 heures par jour. Comment ça se fait qu'il ne vivait pas ce qu'on appelle l'épuisement professionnel? Il devait être fatigué. Oui, il était fatigué, mais il ne vivait pas l'épuisement professionnel. Ça n'existait pas à ce moment-là. Pourquoi? Premièrement, parce que le sens qu'on donne au travail a changé. Et là, on touche à un point majeur dans notre société. Moi, j'ai l'impression que l'épuisement professionnel, c'est la manifestation d'une crise de sens. On est dans une société qui s'est privée de donner du sens au travail, de donner du sens à sa vie, de donner du sens même aux objets qui nous entourent, de donner du sens aux animaux avec lesquels on vit, etc. Je lisais un livre récemment, je trouvais ça assez fascinant. Un bonhomme qui disait qu'à une époque, évidemment, il y avait des mythes à briser aussi, là, mais il disait qu'à une époque, un aigle, ça avait un rôle dans notre société, ou dans une société. On lui donnait à cet aigle-là un sens. C'était le roi de l'air ou du ciel ou je ne sais pas quoi. Et quand les gens regardaient l'aigle, il y avait une relation particulière à cet aigle-là. Quand on a laissé tomber ce sens, on pouvait tuer l'aigle en s'en foutant. Comprenez-vous? Ça n'avait plus d'importance puisque c'était une bête comme les autres. Et dans notre société, on a perdu à bien des niveaux le sens qu'on donnait à des choses, à des gens et au travail. Imaginez si on brise ce sens-là, si on modifie ce sens-là, quel genre de rapport par la suite ça crée entre les personnes. Curieusement, dans les années 80, alors qu'il y avait cette perte de sens, parce que l'être humain a fondamentalement besoin de donner du sens à sa vie, au travail, aux gens qui les entourent, etc., parce qu'il y avait cette perte de sens, on s'est mis à en chercher. Et il y a des sociologues qui observaient une chose fantastique. Dans les années 80, il y a des sociologues, c'est des observateurs de valeurs dans notre société. Il y a des gens que c'est leur job dans les universités, ils observent l'évolution des valeurs. Qu'est-ce qui devient le plus important dans la vie pour la majorité des gens? C'est-tu l'argent, la famille, la santé, l'amour, l'amitié, le travail? Et les gens se sont rendus compte que ce qui prenait de l'importance dans la vie des gens dans les années 80 et qui montait en flèche, c'était la job. Et ça a un impact majeur. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on a besoin de donner du sens aux choses, aux gens, à la vie, si le travail prend autant d'importance, on va se définir en fonction du travail. On va définir notre identité. Ce que je suis, c'est ma job. Et on va aussi définir l'estime de soi. Ce que je vaux,
ça se mesure en fonction de la valeur que j'ai dans ma job. Si je suis bon dans ma job, je vaux quelque chose. Si je ne suis pas bon dans ma job, je ne vaux pas grand-chose. Ça s'est passé dans les années 80 et ça se poursuit. OK. Je voudrais vous parler du burn-out plus spécifiquement là, pour vous dire qu'on définit habituellement par 4 phases. La première phase du burn-out, et là, vous êtes nécessairement dans un contexte, dans un milieu, et c'est pour ça que c'est intéressant de rencontrer des gens comme vous. Moi, je dis toujours aux gens, c'est pas pour rien que je travaille dans le monde du burn-out, parce que le monde qui font des burn-out, c'est du monde intéressant. C'est du monde intelligent, et c'est du monde engagé. Quelqu'un qui est assis sur sa chaise comme ça, puis qui lit le journal plusieurs heures par jour, puis qui se sent bien comme ça, il n'est pas trop à risque. Pas trop. Mais quelqu'un qui croit dans une cause, quelqu'un qui est délégué social, quelqu'un qui travaille dans un comité de santé et de sécurité, je m'excuse de vous le dire, mais c'est des gens qui sont à risque. Je ne veux pas vous faire peur, là. C'est juste parce que vous êtes des personnes engagées, dynamiques, qui voulez changer quelque chose dans le monde et dans la société qui vous entoure. Bien, les gens qui font des burn-out sont des gens qui vivent cet engagement-là. La première phase, on l'appelle la phase des attentes, de l'idéalisme, parfois irréaliste. Parce qu'il y a des demandes de l'environnement, il y a des demandes de l'organisation qui sont parfois irréalistes. Et on est obligé, compte tenu de tout ce que je vous ai dit, on se sent obligé, j'insiste, on se sent obligé d'y adhérer parfois, compte tenu de l'insécurité, du climat économique, etc. OK? Alors, on embarque. Et elle enseignait la consommation, l'art de consommer, à des filles de 12 à 15 ans, je suppose. L'art de ne pas se faire avoir. Je ne savais pas si ça existait, je trouve ça intéressant. Là. Mais elle croyait tellement à ce qu'elle enseignait qu'elle souhaitait, parce qu'il y avait l'école de l'excellence dans laquelle elle était, et évidemment, il fallait qu'elle performe comme personne dans cette école de l'excellence. Alors, elle s'évaluait en fonction de l'écoute que les étudiantes avaient de son message. C'est sûr que parmi les 30, il y en avait quelques-unes qui n'écoutaient pas. Il y en avait qui aimaient mieux regarder la photo de Rock voisine ou bien de lancer des petits avions, je ne sais pas quoi. C'est normal, c'est humain. Mais elle se disait, comment je pourrais faire pour les récupérer, cette gang-là, pour être excellente dans notre école de l'excellence? Alors là, elle s'est mise à travailler plus fort. Il faut que je refasse mon cours d'une autre manière, il faut que je m'y reprenne d'une autre façon. Alors là, deuxième phase, elle est arrivée dans la phase du plafonnement, du plateau, de la stagnation. Parce qu'elle avait beau faire tas d'efforts le soir, les fins de semaine, etc., il y avait toujours des filles qui parlaient, qui levaient le bureau, puis qui jasaient en dessous, etc. Ça ne changeait pas. Il y en avait qui écoutaient, par exemple, mais elle ne les voyait plus. Elle ne les voyait plus, celles qui écoutaient. Elle voyait juste celles qui n'écoutaient pas. Il était devenu énorme. Comprenez-vous? Et là, elle a commencé à se dire, peut-être que je ne suis pas à la bonne place. Peut-être que je me suis trompé de job. Troisième phase. Désillusion. Commencer à perdre ses illusions. J'arriverai peut-être pas à convaincre toutes ces femmes-là, ou ces futures femmes-là, de l'importance du message que je leur passe. J'y arriverai peut-être pas. Peut-être que je ne suis pas compétente. L'estime de soi dont on parlait au début. L'identité dont on parlait au début. Je ne suis peut-être pas à ma place, identité. Je ne suis peut-être pas compétente, estime de soi. Et là, dans la troisième phase, on commence à voir apparaître des symptômes d'irritabilité, de colère, d'agressivité, d'impatience. Et habituellement, ce n'est pas la personne qui s'en rend compte, c'est ces personnes qui sont autour. Autant au travail qu'en dehors du travail. On ne te reconnaît plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ça va passer, inquiétez-vous pas. C'est juste une période difficile. Parce que dans la tête, c'est toujours je vais y arriver, moi, aux critères d'excellence. Je vais les atteindre. Comprenez-vous? J'espère qu'il n'y a personne qui se reconnaît dans le temps. Il y a, au niveau de cette femme-là, elle avait une réunion, à un moment donné, avec une autre femme, puis un groupe,
qui donnait le même cours qu'elle. Puis l'autre femme était un petit peu plus lousse dans ses critères. Quand elle faisait passer les examens, la correction était un petit peu plus lousse. Alors, ses étudiantes avaient des meilleures notes, mais c'était juste la manière dont elle faisait les choses. C'était pas parce qu'elle enseignait mieux, comprenez-vous? Mais l'autre, elle savait pas ça. Alors, elle était inquiète parce que ses étudiantes avaient une correction plus rigoureuse, avaient les moins bonnes notes. Mais à la fin de cette réunion-là, ils sont sortis tous les deux, puis elle a sauté à la gorge de l'autre, puis elle était en train de l'étrangler. Ça a pris 3 personnes pour la détacher de là. Elle était rendue là, elle, dans sa colère, son irritabilité, etc. Elle a été suspendue 3 mois. C'est là que j'ai commencé à la voir. Ça, c'était pas drôle. C'était vraiment de la misère. Et la 4e phase, c'est la démoralisation. Là, la personne est rendue dans le vide. La crise de l'identité, là, je ne sais plus qui je suis. Toutes ces années que j'ai investies, ça a servi à quoi? Je vaux rien. Ça, c'est ce que les personnes se disent. Mais c'est comme ça que les gens se perçoivent. Et là, ils sont dans le fond de la cave. Ils sont brûlés. Complètement brûlés. Burn-out. OK? C'est ça qui arrive. Et là, ils ont souvent besoin d'une aide extérieure. Quelque chose qui est fondamental pour aider ces personnes-là, c'est le soutien, le support qu'on peut leur apporter. Très tôt, d'ailleurs, dans le déroulement du processus. Et c'est encore là que la communication intervient. Je me sens tout drôle à traîner mon fil. J'ai l'impression que je promène un petit chien, je ne sais pas quoi. En tout cas, si je m'en fâche, je m'en fâcherai. Alors, c'est ça. Parce que les personnes, elles sont tellement prises dans la poussée là, intérieure pour atteindre les idéaux d'excellence, réussir tout ce qu'elles entreprennent de façon parfaite, qu'elles ne voient pas qu'elles sont en train de changer progressivement, de se transformer. Il y a une fatigue physique, émotive et intellectuelle qui apparaît. Physique, c'est assez facile à définir, hein? Je suis capable. Mon corps se sent fatigué. Émotive, c'est dans les rapports avec les autres. La relation est comme... Les personnes s'isolent. La relation est comme coupée. Les personnes s'isolent, et je reviens à la honte dont on parlait tantôt, elles ne veulent pas que les gens les voient dans cet état-là. Parce qu'ils ne sont pas supposés d'être de même. Ils sont supposés d'être dans l'excellence, dans la performance. Alors elles s'isolent, ferment leur bureau, clouc, rentrent le matin au bureau, la tête comme ça, parce qu'elles ne veulent pas avoir aucun regard qui croise leurs yeux pour être obligées de dire bonjour. Comprenez-vous? Parce que ça, c'est fatigant. Si je dis bonjour, il va me demander comment ça va. Je vais être obligé de dire comment ça va. Je n'ai pas le goût de ça. Il va me dire, ben, je ne sais pas, tu n'as pas l'air en forme. Je vais être obligé de réagir. Un autre fatigant qui me dit que je n'ai pas l'air en forme. Donc, les gens aiment autant s'isoler. Comprenez-vous? Se retirer. Il arrive à la maison et il donne un coup de pied dans le chien. Il rentre, puis là, achalez-moi pas. Les enfants, venez pas me demander, c'est la femme, c'est encore plus pénible. Maman, qu'est-ce qu'on mange à soir? Arrgh! Mangez! Comprenez-vous, c'est comme ça, là. Ça devient difficile à vivre dans cette phase-là. Alors donc, elles ne le voient pas. Et c'est très délicat d'aller les aborder pour leur dire, écoute, il y a quelque chose qui se passe, là, qui est difficile à dire, mais on ne te reconnaît plus. Et l'erreur qu'on fait, ça je tiens à le souligner, parce que dans la communication, il y a une erreur majeure qu'on fait. C'est bien intentionné, on veut aider la personne, alors on lui dit, « Hey, fais-toi-en pas, ça va passer, t'es correct, t'as tout ce qu'il faut. » L'autre cale, puis cale, comprenez-vous? Hey, s'il me dit ça, lui, ça veut dire qu'il est en super forme puis qu'il est capable de fonctionner, surtout s'il fait le même job, sans problème. Donc, ça doit être vraiment de ma faute. Comprenez-vous? Une chose qui est très utile quand une personne vit ça, pour l'aborder, c'est de dire,
écoute, je sens que tu vis quelque chose de difficile. C'est pas le même langage. C'est pas la même chose que de dire, t'inquiète pas, ça va aller. C'est, je sens que tu vis quelque chose de tough. Je me mets au diapason de l'autre. Il se sent plus facilement compris. Je sens qu'il y a de la tristesse. Je sens qu'il y a de la souffrance. J'ai le goût de t'aider. Je suis disponible. C'est un autre langage. Vous vous mettez au même diapason pour résonner aux mêmes vibrations que l'autre. Comprenez-vous? On est tous de la même espèce. Et notre biologie, notre physiologie, quand elle vit de la souffrance, elle réagit de la même façon. La souffrance, dans mon langage, à moi, quand je la vis avec mon corps, va me permettre de comprendre la souffrance de l'autre parce que je le sais ce que c'est. Parce qu'il a le même corps. Il a la même biologie, même physiologie, les mêmes hormones. Donc, c'est pour ça que je suis capable de savoir ce qu'il ressent. Alors, j'ai dit, tu souffres. Tu n'as pas reçu de coups de machette, mais il y a eu d'autres coups d'une autre sorte que tu as reçus. Et tu vis cette souffrance-là. Elle est en toi. Puis elle peut être aussi grande que la personne qui est inquiète actuellement, qui est cachée dans ton corps. Elle peut être aussi grande. C'est de la misère humaine. Le changement pour l'être humain, c'est une des choses les plus difficiles qui existent parce qu'on a de la misère à lâcher ce qu'on faisait avant. Il y a même des peuples qui ont compris très bien ça dans le monde. C'est des peuples qui se nourrissent de singes. Pour chasser le singe, ils ont trouvé une méthode extraordinaire qui a trait à la difficulté de changer. Ils découpent des noix de coco, ils enlèvent la partie supérieure, le top, ils vident le contenu de la noix de coco, puis ils mettent une poignée de riz dans le fond. Puis ils attachent la noix de coco sur des piquettes de clôture, ou sur le bord d'un arbre. Et là, le singe arrive, et l'ouverture de la noix de coco est assez grande pour qu'il puisse glisser sa main quand elle est ouverte comme ça. Là, il saisit le riz et il ferme sa main pour avoir le riz dedans. Et là, il vient pour sortir, puis il n'est pas capable. Parce que ça ne marche pas, le point est trop gros. Comprenez-vous? Mais croyez-le, croyez-le pas, les singes restent là des jours de paix. C'est comme ça qu'ils les attrapent. Ils ne sont pas capables de lâcher le riz. S'ils lâchaient le riz, ils sortiraient. Ils ne sont pas capables de lâcher ce qui a de l'importance pour eux. Et on est comme ça. Il y a des affaires qu'on a la main dans la noix de coco, on dit « Ah, je ne peux pas laisser tomber ça, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui va m'arriver, comprenez-vous? » Non, je ne peux pas. Alors, on reste pogné la main dedans. Il y avait une famille de funambules, c'était la même histoire, une famille de funambules qui ont eu un gros accident. Ils sont presque tous morts, sauf un. Ils sont presque tous morts, il en reste pas un. Alors, lui, il a été blessé, mais il s'est rétabli. Et il a recommencé à faire du funambulisme, marcher sur un fil. Et ce qu'il avait fait dans sa vie, c'est qu'il avait toujours marché avec une tige de fer, comprenez-vous, pour garder son équilibre. Alors, il avançait avec sa tige de fer. Puis un bon jour, il a décidé de faire un show à New York, entre deux grands édifices. On a tendu un fil entre les édifices, au-dessus d'une rue où il passait beaucoup de monde, puis il a dit « Je vais marcher sur ce fil-là ». Sauf que entre les grands édifices, vous savez ça, à Montréal, il y a des courants d'air, il y a des microclimats surprenants. Des fois, on arrive à côté d'un édifice, puis il y a une bourrasse de vent qui sort de là, alors que tout était calme. C'est créé par l'architecture, ça. Et, à un moment donné, il était sur son fil de fer, puis tout à coup, il arrive une bourrasque comme ça qui pogne la tige, puis qui fait basculer la tige. C'était la première fois de sa vie que ça arrivait. Que ce qui lui avait été utile toute sa vie pour garder son équilibre lui nuisait tout à coup. Et là, il y avait une fraction de seconde pour décider de lâcher l'objet qui lui avait servi toute sa vie à garder son équilibre. Pour le lâcher, pour pouvoir attraper la corde. Comprenez-vous? Il n'a pas été capable. Il n'a pas été capable, c'était comme trop fort, il a basculé avec, dans le vide. C'est dur de lâcher quelque chose
quand ça nous a été utile pendant une période de temps. Mais il peut arriver un contexte où ça n'est plus utile. Ça ne sert plus, parce que le contexte a changé. Mais c'est dur de changer. C'est dur de laisser aller ça. C'est collectivement redonner du sens à ce qu'on fait. Que ça soit significatif, les gestes qu'on pose. Il y a une phrase de Jung qui dit « La possibilité de donner un sens profond à sa vie permet de supporter bien des choses, peut-être tout. L'absence de sens profond empêche de donner toute plénitude à son existence et équivaut en quelque sorte à une maladie. Ce n'est que si nous pouvons nous servir de notre liberté pour créer quelque chose de significatif qu'il est pertinent que nous soyons libres. C'est pourquoi la découverte du sens profond de sa vie, et j'ajoute moi des fois, et de son travail, est plus important pour l'individu que n'importe quoi d'autre. Alors donc, il y a aussi ce travail-là à faire dans une société qui, à mon avis, s'est privée progressivement de la capacité à donner du sens à ce qu'on fait, de retrouver cette capacité à rendre significatifs les gestes qu'on pose. Donner du sens. Et ça prend une maîtrise du temps. C'est fondamental. Il y a un proverbe chinois qui dit « Dis-moi et j'oublierai, montre-moi et je pourrai me souvenir, inclus-moi et je comprendrai. »